Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre parce que la qualité de nos invités confère à ce crédit que vous nous donnez. Nous voudrons vous en dire vraiment merci. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui tout à l'heure m'a dit qu'il est tellement habitué aux médias. Nous sommes au cœur même du PDCI RDA. PDCI RDA pour rencontrer le bouillant porte-parole qui s'appelle M. Bredoumi. M. Bredoumi a accepté de nous recevoir. Nous allons nous tourner vers lui pour lui dire bonjour et dire merci de nous avoir reçus dans les locaux même du tournage du PDCI RDA. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur Etienne. Député ou porte-parole? Les deux. Je ne peux pas prononcer un et puis laisser l'autre. Et si vous choisissez selon les circonstances. Porte-parole alors? Oui. Bon, la question que je voudrais vous poser, monsieur le député. Oui. On vient de finir la période de l'enrôlement. Quel bilan le PDCI de ces deux périodes, puisqu'il y a une première période et puis il y a eu un petit rallongement. Quel bilan le PDCI? Merci beaucoup. Je crois que le bilan qu'on tire, d'abord, c'est qu'il y a eu, en dehors de quelques ratés au départ, il y a une véritable masse d'Ivoiriens qui aspirent à être des électeurs et qui souhaiteraient avoir accès aux urnes à partir de la liste électorale et à partir de leur carte d'électeur. Mais qu'il y a des contraintes. Les premières contraintes, ce sont les problèmes d'extrait de naissance. On n'en parle pas souvent, que dans tout ce qu'on fait, le premier intrant, c'est l'extrait de naissance. Or, il se trouve que depuis un certain moment donné, beaucoup d'Ivoiriens, père, mère comme enfants, n'ont pas d'extrait de naissance. Donc, c'est un premier constat qu'on fait. Le deuxième constat, c'est que l'accès au certificat de nationalité n'a pas été facile complètement. Pourtant, c'est prévu que c'était gratuit. Oui, mais c'est gratuit quand vous êtes dans un village. Il faut aller jusqu'à la préfecture et quelquefois même à la chef de région pour pouvoir rencontrer le juge. Et de là à là-bas, ce n'est pas gratuit. Donc il faut organiser cela. Et les partis politiques sont organisés pour prendre en charge. Et une prise en charge veut dire que c'est limité par les moyens. La deuxième chose et la troisième chose qui a posé problème, c'est que dans les débuts de l'enrôlement, il y a eu un peu de cacophonie. Où on a dit que la carte d'identité seule suffisait. Après, on a dit qu'il fallait y ajouter l'extrait de naissance. Après, on dit qu'il n'y a pas d'extrait de naissance. Tout cela a été un peu de cacophonie. Il y a aussi le fait que les extraits de naissance qui devaient se faire à la sous-préfecture, les certificats de nationalité, quand vous arrivez, souvent on dit qu'il n'y a pas de fiche. Même à l'enrôlement, moi-même j'ai fait le tour. Quand vous arrivez, à un moment donné, on a dit non, il n'y a plus de fiches pour remplir pour faire l'enrôlement. Cela a été aussi des freins et certains étaient découragés. Il y a eu aussi la motivation. Les jeunes, à un moment donné, il fallait les motiver. Et je pense que dans ce sens, qu'il faut féliciter le président du PDCI RDA, qui s'est impliqué lui-même personnellement. Et au finish, vous avez vu que il a effectué même les déplacements partout. Je crois que c'est le seul président des partis politiques qui a été le plus investi dans cet événement. Et je pense qu'il faut le lui reconnaître cela. Et cela aboutit à près d'1 million de nouveaux inscrits, pas de 900 000 et quelques. C'est un chiffre jamais atteint. Et si on le faisait régulièrement en 2022 et puis en 2023, peut-être 2024, peut-être qu'on aura atteint les 4 millions d'électeurs dont on attend. 4 millions pour une population de 30 millions, il y a insuffisance. Oui, mais déjà, il faut l'atteindre. Dans d'autres pays, déjà au Ghana, mais c'est quasiment la moitié qui vote. Oui, mais vous ne formez... Quand le président du parti avait annoncé ça, vous avez le tollé qu'il y a eu pour dire que ce n'est pas compté. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde a agréé qu'il faut au moins 4 millions. Au moins 4 millions. Et ce 4 millions-là, pour l'avoir, il faut créer les conditions. Et les premières conditions, c'est les extraits de naissance, l'accès facile au certificat de nationalité et la carte d'identité. Donc, le président du parti s'est investi et grâce à lui, on a su qu'à un moment donné, les récépissés qui étaient périmés pouvaient se permettre de les inscrire. Sinon, au départ, on a dit non, si votre récépissé est périmé, vous n'avez pas. Tout ça là a donné un double ton, un double langage qui n'honore pas les organes qui organisent. Nous allons parler de l'avènement. C'est la première fois que nous vous rencontrons. Oui. L'avènement Tilian Thiam. Oui. D'abord, comment, d'après certains caciques du PDCI, comment quelqu'un qui fait le tour du monde, oui, vous l'appeliez comme un cheveu sous la soupe, oui, a devenu président du PDCI et son choix n'a pas plu, les conditions de son choix
n'ont pas plu à beaucoup, dont on va parler. Qu'est-ce qui a valu ce choix d'aller jusqu'à de l'autre côté de la mer pour aller chercher un président? Ben, d'abord, je pense qu'il ne faut pas résumer les choses à quelqu'un qui était en dehors du parti qui arrive. Vous savez que le PDCI-RDA, c'est un parti qui est vieux plus que nous tous ici, nous deux. Et donc, l'histoire de ce parti montre que après la mort du président Houphouët-Boigny, il y a eu le président Henri Konan Bédié qui a géré pendant un moment donné. Et pendant sa gestion, mais il était avec le président Tidjane Thiam. Ici en Côte d'Ivoire. Le président Tidjane Thiam était... Ça, c'est avant le coup d'État. Oui, je parle du président Henri Konan Bédié, à sa gestion, pendant sa gestion du parti. Et il est venu, et il lui a fait appel en tant qu'expert pour venir résoudre un problème important qui était la programmation et la planification du développement. Et c'est le président Tidjane Thiam sous lui qu'on a transformé les grands travaux de la DGTIS en BNET, un bureau d'études. Après, il est devenu ministre du Plan, cumulativement d'ailleurs avec le BNET. Et pendant ce temps-là, il était membre du bureau politique auprès du président Ngoné. Le coup d'État a fait qu'il est parti. Le président Bédié était en exil. Et il a eu un emploi là-bas. Mais il n'a jamais coupé avec le parti. Il n'a jamais coupé. Il s'est mis à jour de ses cotisations. Il a à jour de ses cotisations. Donc, le président Thiam n'a jamais été employé. Et je vais vous faire une confidence. Parce que souvent, les gens parlent. Moi, j'ai été envoyé, la première fois que le président Henri Konan Bédié a parlé du président Thiam quand j'étais sur bateau, c'était quand il avait eu un malheur. Vous savez qu'il a perdu son fils. Et le président, ici, bien sûr, arrivé à sa résidence, m'a parlé de ce Soudan. C'était la première fois. Donc, les gens pensent que moi, j'étais quelqu'un... Non, c'est la première fois. Et le président Henri Konan Bédié m'a envoyé une fois en mission, discrètement, auprès du président Thiam. Pour quelle raison? Pour les raisons qui se déroulent aujourd'hui. Hein? D'aller lui dire que c'est lui qui est pressenti pour être son successeur. Non, le président Henri Konan Bédié ne m'a jamais dit que telle personne sera son successeur. Le président Henri Konan Bédié était en train de préparer activement le congrès extraordinaire, le congrès qui devait se tenir le 19 octobre 2023. Et la dernière fois que je l'ai eu quand je partais en France, il m'avait dit que d'ailleurs, certains disaient qu'il fallait reporter ce congrès encore au 15 décembre. Nous en avons discuté. Et le président Henri Konan Bédié avait dans sa stratégie mis en place une équipe de quelques cadres autour de lui. Et de cette équipe-là, un sortira plus tard comme éventuellement celui qui allait nous conduire plus loin. C'était M. Thiam. Il n'a pas dit le nom. Mais il m'a dit de dire à M. Thiam de venir être beaucoup plus intégré l'équipe qui va mettre en place pour y aller. Voyez-vous. Donc cela veut dire que déjà, il était parmi l'équipe qui devait se mettre en place au parti. Donc il ne m'a pas dit tel individu devait... Et à ce titre-là, il avait quelques arriérés de paiement. Il a demandé à ce qu'il se mette à jour. Et il s'est mis à jour. Donc, quand les gens disent qu'il a quitté loin, ce n'est pas ça. Il était en permanent. Et parmi ces au cours de certaines grandes activités du parti, M. Tidjane Thiam contribuait financièrement à l'activité. Ça, le président Bédié me l'a dit. Maintenant, à quelle hauteur il le faisait, il ne sait pas. Mais il était en relation avec le parti régulièrement à travers son frère aîné. Donc déjà que le président Henri Konan Bédié, en voulant penser après le congrès à mettre une petite équipe en place pour conduire les choses, et me disait à chacun sa chance. N'oubliez pas qu'à un moment donné, le président Henri Konan Bédié avait mis un certain nombre de structures ad hoc. Le comité politique, le comité de mobilisation des ressources, le comité scientifique, la grande cellule de communication qui m'a confié. Et tout cela, c'était des nouvelles structures qui, initialement, étaient tous concentrées au sein du secrétariat exécutif. Donc déjà, il donnait chacun sa chance. Et à ce moment-là, chacun devait pouvoir faire ses preuves. Ces structures-là, aujourd'hui, sont arrivées à terme, mais c'est-à-dire que le président Henri Konan Bédié n'avait pas exclu le président Thiam, que lui aussi, ne s'était pas exclu. De loin, il participait comme il pouvait le faire. Thiam arrive, on dit bon, on va organiser la présidence. Oui. Monsieur Dikawé se candidate. Oui. Monsieur Jean-Louis Bion se candidate. Oui. Quelques autres désirent de se candidater. Oui. Vous imposez un consensus qui n'a pas plu aux autres. Vous les avez débarrassés sous le prétexte que, bon, comme Thiam, sa mère est baoulée, apparentée au président Houphouët, tout le monde, les gens ont confondu beaucoup de choses. Ils ont dit, ah, Dikawé, vous êtes d'été, Jean-Louis Bion, vous êtes du nord, de Nabakala, le PDC doit être présidé uniquement que par les baoulés. Mais quand vous dites vous,
on m'adressait à moi, on me donnait beaucoup de pouvoir. Mais cela n'a pas été comme ça. D'accord. Moi, je n'étais pas dans le comité. J'ai assisté en tant que porte-parole à certaines choses. Cela n'a pas été le cas. Monsieur Koumou Kofi était bien baoulé. Mais sa candidature n'a pas été acceptée. Pas acceptée en tant que les conditions qu'on a créées, il s'est retiré. Monsieur Kakosi Benjo n'est pas un baoulé. Il n'est pas un baoulé. Monsieur Gikayue n'est pas un baoulé. Monsieur Yassé n'est pas... Attendez, vous m'avez posé une question. Il y a une condamnation de 20 ans qui passe sur sa tête. Mais justement, c'est vous-même qui faites venir les vraies raisons. Moi, d'abord, il y a eu deux choses. Le président Kopli Boni, qui, de par les tests, devra assurer l'intérim. OK, il a assuré l'intérim pour 6 mois. Et les conditions d'élection étaient qu'il fallait organiser les élections. Ils ont estimé qu'il fallait se donner plus de chances et prendre moins de risques. Dans ces risques, il y avait d'autres qui étaient sous caution judiciaire, d'autres qui étaient condamnés. On a dit, donc, c'est le président Kopli et le président Bombé ont dit, on a vécu tellement de choses qu'il faut qu'on prenne moins de risques. Et au moment où on posait ce problème, ce n'est pas parce que M. Dikayue était bêté, c'est parce que M. Diadi est sous caution judiciaire. Vous vous rappelez que quelques jours avant, sa caution judiciaire a été levée, mais il avait déjà pris la décision. Et les conditions dans lesquelles les gens étaient, on a dit qu'il fallait le faire. Donc, ce n'était pas parce que ce n'était pas lié à l'ethnie, mais les conditions. Si M. Dikayue n'avait pas ce problème, quelle raison on me l'a dit? Ce n'est pas parce que Thiam est baoulé, etc. D'ailleurs, ce n'est pas ça. Le PDCI n'est pas un parti tribaliste. Non, le PDCI n'a jamais été un parti tribaliste. Le PDCI a été formé d'abord par des personnalités de tous bords. Y compris même quelqu'un qui avait des origines en dehors de la Côte d'Ivoire. Rappelons-nous que le PDCI RDA est une section du RDA, du Rassemblement démocratique africain. Et le Rassemblement à Bamako, c'est le seul parti politique. C'est le seul parti politique, je dirais même en Afrique, dont la création, parce que le PDCI, du RDA, a été créé en dehors de la Côte d'Ivoire, à Bamako, donc le RDA. Et le PDCI RDA est une section du RDA. Et la section du RDA a été créée avec beaucoup d'Ivoiriens de tous bords. Et c'est comme ça que ça a été. Ce n'est pas une affaire de baoulé. Moi, je ne suis pas baoulé. Mais vous êtes à Caen. Oui, mais tu n'as pas dit à Caen, tu as dit baoulé. Bon, les Akans. Ah bon. Si c'est les Akans, il y a d'autres Akans qui ont été éliminés. D'accord. Voilà. Alors, M. Thiam est élu, il forme son gouvernement, entre guillemets. Oui. Vous restez toujours porte-parole. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et le ministre Kakou Adimani? À un moment, il y a eu beaucoup de clashs entre vous. Non, mais ça n'a rien à voir avec la PDCI-RDA. Oui, mais c'est une question que beaucoup m'ont demandé de vous poser. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas, avant de revenir, j'ai complètement, ça m'est venu en tête, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et Adimani, qui serait un parent à vous? C'est un transfert du PDCI. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais M. Adimani défend un parti qui est opposé au mien. Donc, il est porte-parole. Non, moi j'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre les gens, il est porte-parole d'un parti politique. Moi je suis porte-parole du PDCI-RDA, deux partis antagonistes qui luttent pour le pouvoir. L'autre veut maintenir, moi je vais aller. Alors moi mon rôle, c'est de montrer, quand le président Bédié m'a appelé pour me nommer porte-parole, d'abord il m'avait nommé porte-parole, je l'ai découvert de la presse quand je suis allé voir le président Bédié. J'ai dit, monsieur le président, vous venez de me nommer porte-parole. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Il m'a dit, il faut donner de la visibilité au PDCI et la combativité en t'appuyant sur des connaissances techniques. Et je sais que tu le peux. Donc j'ai commencé à donner de la visibilité en m'appuyant sur mes connaissances techniques. Mes connaissances techniques dérangent. Et je dois relever les problèmes de la nation. Alors ça dérange. Et malheureusement ou heureusement, souvent mes connaissances techniques ont un caractère beaucoup plus agricole, du secteur du monde rural. Ils gèrent cela. Alors, mais je relève les tares. Mais à lui de montrer que ce que je dis est faux. Donc, ce n'est pas une question des parents. Moi, j'ai des parents qui sont au PPACI. J'ai des parents qui sont dans d'autres partis politiques. Mais moi, j'ai joué mon rôle de porte-parole, de défendre mon PDCI-RDA, de lui donner de la visibilité. Si ça gêne certaines personnes, ce n'est pas ma faute. C'était une parenthèse que nous avons ouverte en ferme. Depuis que M. Tidiane est là, c'est vous seul qui êtes sur le terrain. On ne voit pas le secrétaire exécutif, M. Emou, qui semble être trop mou, d'après quelqu'un qui me dit le secrétaire général du PDCI, il est où? C'est toujours Bredoumi qu'on voit. Si ce n'est pas Bredoumi, c'est M. Dia qui est sur le terrain.
Qu'est-ce qui ne va pas au secrétariat exécutif? Vous savez, il faut comprendre un parti politique. Un parti politique, c'est comme un gouvernement. Un gouvernement, c'est l'ensemble du gouvernement, chacun a un rôle. Le premier ministre d'un camp n'a pas agi la même chose que le premier ministre Bonkoulibaly, n'a pas agi en même temps que le premier ministre Achille Patrick, en même temps que le premier ministre, comment on appelle, Begremani. Chacun a son style. Le secrétariat exécutif est organisé et il y a un chef qui nous distribue les rôles. Moi, je suis un porte-parole. Le premier porte-parole du parti, c'est le président du parti. Qui parle très peu. Le deuxième porte-parole, c'est-à-dire que c'est lui qui porte la vraie parole. Et lui, il délègue les paroles. Il délègue la parole au secrétaire exécutif et il délègue la parole au porte-parole. Peut-être que le président me délègue beaucoup plus de paroles pour lui permettre. Parce que vous savez dans quelles conditions le président Kiam a pris le parti. Il fallait d'abord assurer une certaine cohésion, un certain rassemblement. Le secrétaire exécutif doit jouer ce rôle, doit être moins bavard pour pouvoir le faire et laisser le porte-parole prendre les coups. Dikawe n'était pas silencieux, Dikawe. Dikawe n'était pas bobon, mais il allait à vive allure, Dikawe. Oui, mais le ministre Dikawe, de 2012, quand il a été nommé jusqu'à 2013, jusqu'à la mort, jusqu'avant la mise en place des différents comités ad hoc, il avait des pouvoirs qui ne sont pas celui du secrétaire exécutif en chef, et puis chacun a son style. Chacun a son style. Ce n'est pas parce que le SG en chef parle peu qu'il ne maîtrise pas la chose. Justement, c'est parce qu'il y a un certain nombre de travaux, de colmatage, d'équilibre, de cohésion qu'il faut qu'il parle moins pour pouvoir assurer ça d'abord et que nous parlons. Beaucoup estiment que le président Tiam voyage trop et qu'il n'est pas présent sur le terrain. Comment vous justifiez tout ça? Là, au moment où on a revu cette émission, il est parti, je crois, aux États-Unis. Il va faire escale à Paris, États-Unis, avant de revenir. Il cherche quoi? Avant de venir dire il cherche quoi, je vais vous donner une image. Moi, je suis dans ma maison, à la terrasse, et je vois qu'à la fenêtre de mon voisin, il y a un nid de tourterelles. Et chaque fois que je vois la tourterelle, ils sont en couple, ils viennent là, et puis ils repartent. Ils viennent là, et puis tout sont partis. Et puis un matin, je vois des oisillons qui sont en train de déjeuner et continuent de faire. Mais il va pour chercher la nourriture pour venir nourrir. Et à un moment donné, les oisillons sont envolés. Si ma mère tourterelle s'était assise chaque fois à couver, les animaux allaient mourir de faim. Le président Kiam a trouvé une situation difficile, sans argent, sans rien, avec des difficultés de cohésion. On vient de perdre une personnalité emblématique. Et il doit pouvoir tendre la main partout pour consolider cela et pour le faire. La deuxième chose... Je n'ai pas de crédit. La deuxième chose, il y a un ancien ministre des Affaires étrangères de Félix Houphouët-Boigny qui m'a dit un parti politique comme le nôtre, la Côte d'Ivoire, pour gérer la Côte d'Ivoire, il y a un bon pourcentage des relations internationales qui sont importantes pour gagner le pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui va gagner le pouvoir en comptant seulement sur la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait des appuis extérieurs, des amis, des gens, des Ivoiriens de l'extérieur. Il y a des Ivoiriens à la diaspora. Quand vous voyez aujourd'hui... Vous attendez quoi, de cotisation? Non, on attend des idées. On attend de la mobilisation. On attend aussi une contribution. Et cela, il faut pouvoir les convaincre. Matériel, financier? Tout le monde. Donc le président ne peut pas s'asseoir ici seulement et puis il va. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont sur le terrain. Mais Dieu merci, il y a des gens qui sont sur le terrain. Ce n'est pas tous les partis qui ont ça. Ici, ce n'est pas la monarchie. Donc, quand il n'est pas là, il y a des gens qui travaillent. Où se trouve la monarchie? En tout cas, chez nous, ce n'est pas la monarchie. Mais si l'idée vous est venue, c'est que c'est par rapport à quelque chose. Mais c'est ceux qui pensent qu'il doit être tout le temps là et chaque matin, on doit lui faire... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit à des... J'ai dit, même en interne, ceux qui pensent qu'il doit être tout le temps là et chaque matin, on doit aller nettoyer ses chaussures, etc. et le laisser ça. Il doit pouvoir se mobiliser, il doit pouvoir convaincre nos compatriotes, l'extérieur aussi. L'idée, vous savez, ce qui a fait perdre le PDCI-RDA, quand Bédi était au pouvoir, c'était la communication extérieure. Quand on avait parlé de cette affaire d'ivoirité, moi j'étais en Tanzanie, à Lusaka. Quand on m'a parlé d'ivoirité, je ne savais pas que moi-même j'étais en Côte d'Ivoire. On dit non, mais écoutez, quand tu portes le gros bout du Nord, tu arrives à Abidjan, on te chasse. C'est-à-dire l'idée de la communication extérieure, il faut pouvoir la maintenir. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, Kiam, il faut que par le canot extérieur, par les débats extérieurs, par les échanges, il montre aussi qu'il a un mérite, il est légitime et il est légal. Et que le PDCI-RD est un parti, le seul parti aujourd'hui qui peut stabiliser le pays, qui peut faire de l'équité et de la stabilité. Donc, M. Tiam allait communiquer sur les... Ah oui, il communique.
Il est déjà même il a un grand débat, je crois hier aujourd'hui ça, à Paris. Déjà invité. Et souvent c'est sur invitation qu'il va. Alors Jean-Louis Bion. Oui. Quand on vous dit, on vous rappelle le nom Jean-Louis Bion aujourd'hui, quel effet ça fait sur vous? Ça n'en fait aucun effet, c'était un militant du PDCI RDA. Il s'est déclaré. Oui, mais c'est un militant du PDCI RDA. Quel que soit, il est candidat. Quel que soit, moi je n'ai pas entendu ça. Il est candidat. Quel que soit, je n'ai pas entendu ça. Bon, mais il est candidat. Si, mais j'ai toujours dit au cours de mes interventions, et moi je ne suis qu'un porte-parole. En PDCI RDA, il y a une structure qu'on appelle la convention, c'est un organe. Pour être candidat du PDCI RDA, on dit que c'est la convention qui désigne le candidat du parti aux élections présidentielles. Mais vous n'allez pas imposer les conditions d'éligibilité de M. Thiam à la tête du parti à la convention de désignation de votre candidat? Je n'ai pas bien saisi la question. La question, M. Thiam a été élu président. Oui. Les conditions dans lesquelles son élection s'est déroulée ont été décriées justement par Jean-Louis Bion, qui n'était même pas, je crois, dans la salle, et à la convention. Si les mêmes choses se déroulent et que Jean-Louis Bion n'est pas élu, retenu, et qu'il va créer un deuxième RDA qui va peut-être devenir... Est-ce que vous avez demandé à M. Bion pourquoi il n'était pas candidat au Congrès? Parce qu'il ne remplissait pas les conditions, les 10 ans de bureau politique. Donc maintenant, pour la présidentielle. S'il remplit les conditions, je ne vois pas pourquoi on va éliminer quelqu'un qui remplit les conditions. Mais il est sur le terrain. Mais non, moi je ne vois... Oui, c'est normal qu'il soit sur le terrain. Il sensibilise, hein? Il communique. Je dis c'est normal. Mais ce qui importe, pour nous au PDCI RDA, il faut que d'abord le PDCI soit un parti fort. Le PDCI RDA n'a pas besoin, je le dis souvent, ce n'est pas moi qui l'ai dit, les gens pensent que... Je l'ai dit du vent du président Henri Konan Bédié, quand le président Ouattara avait dit qu'il avait une demi-douzaine de candidats qui pouvaient le succéder, et le président Bédié a dit que nous, on pouvait trouver plus d'une dizaine. Mais que le PDCI RDA n'était pas à la recherche des candidats, mais était à la recherche de quelqu'un qui peut nous faire gagner. Je l'ai dit, les gens m'ont mal interprété, mais c'est ce que le président Bédié m'a dit. Et je le répète aussi une fois, le PDCI RDA a besoin de quelqu'un qui va nous faire gagner. Jean-Louis Bion ne peut pas vous aider? Non, attendez. Pour nous faire gagner, il faut d'abord que l'appareil marche bien. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'aller à une élection où nous allons avoir 20% de voix. Ça ne sera. C'est déjà pas mal. Hein? Non, nous voulons gagner, ce n'est pas 20% de voix qu'on va prendre. Nous, on n'a pas, c'est pas mal, c'est pas nous. Jean-Louis Bion peut même non, pas... attendez, laisse-moi finir. Donc, pour que nous ayons 50%, 60%, 70%, il faut que nous sensibilisons en tant que PDCI et que nous donnons l'image d'un parti qui a une cohésion interne, qui est unie. Donc, selon nos règles, quand vous pensez qu'il y a des problèmes sur pas, vous pouvez saisir des organes. Et nous devons préparer solidement un programme de gouvernement, de commun. Ce n'est pas une question de quelqu'un va le faire, qui adhère tout le monde. Et que nous respectons les règles. Si les militants vous choisissent, en ce moment-là, le travail que nous avons fait ensemble, ce travail va vous servir facilement pour aller. Donc je pense que individuellement, personne ne peut gagner. Voilà ce que moi j'ai dit. Et Jean-Louis Bion, est-ce qu'il continue de venir à la maison du parti pour s'imprégner de ce qui se passe? Quand je viens, moi je suis parlementaire, donc je travaille à l'Assemblée quand nous sommes en session. Mais ici, il n'y a pas de pointage pour savoir qui vient. Mais bon, vous pouvez avoir écho que de temps en temps... Mais quand je viens là... Il vient s'enquérir des nouvelles de l'avancement. Et voilà que... Peut-être qu'il vient à mon absence. Votre président est parti en voyage. Peut-être qu'il a d'autres voies de pour être informé. Moi, je ne juge pas de ça. C'est un caillou dans votre chaussure, hein, Jean-Louis Bion? Moi, ma chaussure? Non, dans le PDCI. Non, il n'y a pas de caillou. Pour le moment, aujourd'hui, le PDCI RDA a fini avec ses problèmes. C'est le comment on va organiser les élections et on va gagner. Et nous appelons tous pour venir gagner. Et voyez-vous, au PDCI RDA, nous avons fait 25 ans dans l'opposition. Nous avons fait combien de réunions, combien de meetings, combien de palabres. À un moment donné, on parlait des Camoranciens, des Messis. Ça nous a amené où? Ça nous a amené où? Si moi j'ai dit au président Thiam quand il a été élu, si c'est pour venir gérer le PDCI comme administration, comme on l'a fait, moi je ne serai pas dedans. Que si c'est pour venir avoir des ambitions pour gagner le pouvoir, je suis entier avec vous. Voilà. Maurice Kakou Dikaoué dit qu'on ne peut pas être président du parti et être président de la République de Côte d'Ivoire. Président du parti, président de la République de Côte d'Ivoire? Oui. Non, être candidat à la présidence de la République et puis être président du parti. Monsieur Dikaoué était quelqu'un que je respecte beaucoup. Oui.
Vous avez été informé? Non, attendez. Ça fait partie, lui aussi, de ces... Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit que lui, s'il était président du parti, il n'allait pas être candidat à la présidence de la République. Il n'a pas dit on ne peut pas. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Non, il n'a pas dit on ne peut pas. Oui, mais ça veut dire beaucoup de choses. Non, c'est son choix. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, moi, personnellement, que ceux qui veulent prendre le parti dans l'optique de le gérer sans aller au plan, moi, je n'étais pas d'accord avec eux. Parce qu'il n'y a aucun article, aucune ligne dans nos statuts et règlements intérieurs qui l'interdit. Tant que ce n'est pas changé, on ne peut pas le faire. C'est pourquoi il faut qu'on respecte les tests. Nous nous plaignons que les gens ne respectent pas la tests, respectons nos tests. Si nos tests l'interdisaient, je leur aurais donné la raison. Mais les tests n'interdisent pas cela. On ne peut pas interdire à quelqu'un ce que les tests n'interdisent pas. Est-ce que vous ne souffrez pas trop sous Tidiane que sous le président Bédié? Souffrir comment? C'est-à-dire, en tant que porte-parole, oui. Vous êtes tout le temps obligé de revenir à la surface. C'est compliqué. Hein? C'était beaucoup plus difficile avec le président Bédié. Ah bon? Parce que lui, je pense que c'est un papa. Et la pudeur que j'avais avec lui, je n'ai pas avec le président Thiam. Des choses que je ne peux pas dire au président Bédié, je peux l'exprimer de manière fraternelle avec le président Thiam. Comme quoi, par exemple? Comme qu'en allant lui dire, monsieur le président, aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour pour que vous portiez une cravate. Vous lui dites ça, c'est une façon de dire que je... oh ouais, oh, voilà, je peux le dire. Mais le président Bédié, c'est une façon de dire que je suis beaucoup plus à l'aise avec lui, en tant que jeune frère d'ailleurs, qu'avec lui. Il me donne beaucoup de respect. Il est réceptif. Il est réceptif. Il écoute beaucoup. Il écoute beaucoup. Et contrairement à ce qu'il écoute beaucoup, il pose beaucoup de questions. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le président Thiam a beaucoup de rapports avec les anciens. Il se réfère beaucoup avec les anciens. J'ai eu la chance tout dernièrement de l'accompagner chez le ministre Ressi Amara pour aller s'abreuver. Il va bien. Pour aller s'abreuver là-bas. Et je pense qu'on a eu une séance, on a fait près de 3 heures de temps. Et je pense qu'on a beaucoup appris. Hier, c'était l'anniversaire de Camille Ali à lui aussi. 98 ans, vous l'avez vu. Quand il a été élu, la première personne à qui il allait rendre visite, à tout le monde, c'était Camille Ali. Donc vous voyez qu'il a quand même du respect des anciens, il écoute beaucoup. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui est fait pour aller loin. Tout le monde dit que quel que soit ce qui va se passer, Thiam et Ouattara vont s'asseoir pour faire une fusion PDCI, RHDP. Vous savez, avant que le président Thiam n'arrive, on l'avait traité de tous les mots. D'abord qu'on ne le connaît pas. Le PDCI ne va pas l'accepter. Il est venu et il s'est imposé par l'élection. J'ai dit non, les gens ne connaissent pas, le PDCI ne va pas tenir. On dit, mais le premier, il ne pourra même pas organiser le funérailles du président Bédié. Ça s'est bien passé. On a dit, bon, écoutez, il ne peut pas aller, il ne connaît pas le pays. Chaque fois qu'il bouge, c'est le monde. Et aujourd'hui, on dit, ah non, écoutez, c'est le RHDP. Aujourd'hui, on voit que la tension entre le RHDP et le PDCI est devenue plus dure que quand avec le président Bédié était là. On peut dire jamais. Le président Ronald Reagan, moi j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, il a dit qu'un politicien ne dit jamais, sauf Dieu peut dire ça. D'accord. Alliance PPACI, PDCI, c'est possible? Ah oui, tout est possible. Le président Gbagbo, c'est une personnalité de poids. Oui. Entre les deux, qui va accepter d'être le second de l'autre? Non, il n'y a pas second, il n'y a pas premier. Une alliance ou une union, ce n'est pas une fusion. C'est quand il y a une fusion qu'il va avoir un positionnement. Une alliance, un accord peut être assis. Nous travaillons à l'Assemblée nationale. Quand il y a des grands dossiers, nous faisons un brick et nous consultons avec le PPACI. Ça, c'est une bonne alliance. Si c'est un sujet, c'est une union. Nous avons fait beaucoup de conciliabules. Il y a eu, tous les ministres sont passés. Chaque fois que nous devons juger les ministres, nous faisons appel au groupe parlementaire PPACI pour discuter, pour analyser. Ça, c'est de bonne logique. Et puis, quand on va aux élections, il y a deux façons. Ou bien toute l'opposition choisit un seul candidat, ou bien l'opposition se dit, compte tenu de la situation, on va, tel parti vont, et puis au deuxième tour, on se suscite. Mais avant, il faut l'apprécier la réalité. Si toute l'opposition fait 30%, ça ne sert à rien. Même si vous êtes ensemble, on va vous battre. Pour gagner, il faut que toute l'opposition fasse au moins 60% pour s'assurer 60%, 65%. Et c'est pourquoi on demande à tous de mobiliser le maximum de ceux qui se retrouvent, se reconnaissent en eux. Si l'ensemble de ceux qui... Sur le terrain, hein, c'est timide. Hein. Non. Je dirais même c'est froid. Oui, ce n'est même pas froid. Vous savez, il ne faut pas voir l'eau pour dire que l'eau n'est pas profonde tant que vous n'êtes pas rentré là-dedans. L'opposition est profondément ancrée dans le peuple. Et d'ailleurs,
Ce que je peux vous dire. C'est le peuple même qui réclame la composition. Le peuple réclame un changement. Pourquoi vous avez peur d'énumérer les grandes lignes de vos programmes de société? Jusqu'à présent, ce n'est pas ce que vous comptez proposer aux Ivoiriens. Non, on n'a pas. Si toutefois vous parvenez au pouvoir, mais c'est maintenant que vous devez leur dire, bon, voilà les grandes lignes que nous allons développer avec un sommaire. Vous savez... Vous attendez qui ou quoi? Non, vous savez, d'abord, le PDCIR est un parti qui a un programme de gouvernement. Il faut l'actualiser. Non, écoutez-moi bien. Souvent, les gens parlent et puis ils disent des choses qui ne sont pas vraies. N'oubliez pas que nous avons gouverné pendant 30 ans. Mais ça, c'est caduc. Attends. En 2020, on avait un programme. 446 milliards, quelque chose. On avait un programme. On n'a pas pu aller aux élections. Ce programme-là est en train d'être actualisé avec une vision nouvelle. Et le président Thiam l'a déjà annoncé les 6 piliers. Dont le premier, c'est le capital humain, la bonne gouvernance, la paix et le développement, les problèmes d'éthique et les problèmes de l'équité et l'économie. Donc le président Thiam a déjà élaboré ça. Maintenant, il faut les rendre détaillés et les chiffrer. Et c'est ce que l'équipe est en train de faire. Donc on connaît déjà que nous mettons au cœur de notre programme politique le développement humain. On parle de jeter de la vie. Mais ça, c'est le développement humain. Si les gens ne mangent pas, s'ils ne dorment pas bien, mais vous allez construire des ponts, vous allez lancer des fusils, des fusées, mais ça ne sert à rien. Vous venez faire du social? Nous ne sommes pas un régime socialiste, mais nous faisons un social des plus hardis. Ça veut dire quoi? C'est le président Oufoué qui l'a dit. Ça dit, la Côte d'Ivoire, au moment de la gestion du PDCI-RDA, nous avons construit le maximum d'habitat social. Personne ne nous a pas encore atteint. Nous avons fait de l'école notre priorité. Vous et moi, nous sommes de l'école du PDCI-RDA. Nous avons fait de la santé une priorité. Nous avons fait du développement rural avec le programme FRA qui était là, qui permettait de financer un certain nombre de... Ça va revenir? Mais ça va revenir. Et nous avons fait de l'agriculture notre pilier. Aujourd'hui, nous avons maintenu le sous-sol en exploitant. On a vu qu'on est en train de l'exploiter. Mais nous allons revoir tout le dispositif d'exploitation du sous-sol, en faisant en sorte que le maximum de ressources, de revenus reviennent à la Côte d'Ivoire plutôt qu'à des grandes firmes. Le RHDP prend aujourd'hui un coup KO. Ça vous effraie? Non, parce que ça fait partie des slogans de bataille. Quand vous avez géré pendant 15 ans et que l'Ivoire, vous avez encore près de 39% de taux de pauvreté, quand vous faites un goudron, 30% de taux d'insatisfaction, quand vous avez une insuffisance de production agricole, quand vous avez un développement humain, quand vous passez des 149e à 166e en termes d'IDH, alors vous n'allez pas dire que vous allez faire un coup KO. C'est les Ivoiriens qui décident. Un coup KO, si c'est basé sur la transparence, non. Mais comme on veut qu'ils gagnent pas un coup de KO dans la transparence, c'est pourquoi on veut qu'on audite la liste électorale. Mais ils refusent cela. Alors, si vous êtes sûr de vous, pourquoi le... Tout à l'heure, vous avez dit, à supposer que toute l'opposition fasse 30%. Mais c'est le coup KO, là. Mais à supposer, c'est pourquoi j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas forcément de dire on est ensemble. Il faut qu'on puisse mobiliser les électeurs pour gagner le maximum. Si 70% votent pour l'opposition, mais ça dit qu'ils auront 30%, ils ne pourront pas gagner au premier tour. Au deuxième tour, automatiquement, nous mettons ensemble nos voix et nous passons sans problème. Mais si nous n'avons pas pu mobiliser les Ivoiriens envers l'opposition, en ce moment, la même chose se met ensemble, on n'aura rien gagné. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui se passe? Non, mais on est en train de mobiliser. Moi, je tourne. Vous savez, je vais faire une confidence. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le Nord, discrètement. Ah, vous êtes obligé d'y aller discrètement. Officiellement, non, je suis allé pour faire des enquêtes. Oui. Vous pouvez y aller là? Ah oui, je vais. Non, officiellement, est-ce que Thiam... Mais il a au dîner. Au dîner, bon, dans le partage des gains, au dîner n'est pas trop dans le fichier, pour le moment, dans le fichier du RHDP. Ah bon, c'est vous qui le dites. Tout est centré à faire que... Mais c'est vous qui le dites. Mais eux, ils ont dit que c'est un bastion du RHDP. Après la vidéo a tourné le président Thiam. Ils ont dit que... Mais ça n'a pas été une affluence à Odiné. Mais on n'est pas parti pour faire un meeting. Ce n'est pas les affluences qui font les adhésions. C'est les échos après. Et vous en avez eu les échos? Ah oui, les échos sont très positifs. D'ailleurs, c'est ce qui les effraie. Et quand le président Thiam a été élu, la première chose, dit, nous irons dans le Nord reconquérir le Nord. Et nous allons reconquérir le Nord. Parce que nous faisons un travail souterrain qui marche. Et ils ont été informés, les gens du Nord, faites attention, il a le boubou, mais il n'est pas des nôtres. Ça, c'est la xénophobie. Pas moi. Et c'est grave. C'est pas moi qui le dis. Oui, ils l'ont dit. Et c'est même grave. Vous savez, c'est un parti qui a dit, nous, on était un parti xénophobe. Ils viennent, ils font du rattrapage. Ils ont fait du rattrapage
une politique officielle. Après, ils ont fait de l'arrachage des tabourets. Aujourd'hui, ils ont créé un site pour employer des gens militants seulement que du RHDP. À ce propos, ils disent que ce n'est pas pour trouver du travail aux militants, à la jeunesse. Mais c'est pour leur donner une information et plus tard les former à l'outil d'aller à la conquête de la recherche d'emploi. Nous, on a posé la... Il y a un ministre qui est là, qui donne du travail. Non, nous, on a... Hier, j'ai rencontré M. Fatiga, d'ailleurs, son émission passe demain. Non, monsieur... Mais vous avez fait aussi le I militant. Non, nous, on a fait le I militant, mais ce n'est pas pour l'emploi. On avait adhésion, on appelait ça l'adhésion. Et ils ont fait. Attendez-moi. Moi, nous avons posé la question au ministre de l'Emploi à l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il n'était pas au courant. Il a dit, si cela est vrai, c'est que c'est très grave. Je le dis, attendez. C'est le ministre qui dit ça. C'est le ministre qui a dit ça. Devant la commission des affaires économiques, nous a posé la question au ministre de la Jeunesse. D'ailleurs, ça a fait un bruit entre lui et moi. Il a dit, de toute façon, les informations qui sont là-dedans, ce sont des informations qui sont déjà connues. Il n'a pas dit que ce n'est pas vrai. Mais le problème qui est encore grave, c'est que vous pouvez créer... Mais quand c'est sponsorisé par les structures de l'État, c'est sponsorisé... Attendez. C'est sponsorisé par la NADER, le PNED, comment on appelle le Conseil VA Palmier, Côte d'Ivoire, PME, c'est sponsorisé. Nous sommes allés sur la plateforme, on n'a pas vu de sponsor. Mais oui, écoutez, peut-être ils ont enlevé. Moi, j'ai la plateforme, on leur a demandé ça, on a vu ça. Et cette structure-là ne peut pas dire non, puisque nous avons fait capture. Donc, comment un parti politique qui veut donner l'opportunité à ses militants, ça c'est son travail. Mais comment il fait pour sponsoriser par des structures d'État? C'est ça qui est le vrai problème. Donc, vous avez peur, André? Non, on n'a pas peur, c'est pas normal. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal que les fonds publics qui sont dans les structures, qu'on dédie ça à une catégorie d'Ivoiriens? Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils ont même dit, si vous ne nous votez pas, vous n'allez pas avoir de route. Ils ont dit ça. Donc, voyez-vous, au départ, on pourrait croire que c'est amusement, ça devient réel. Et si ceux-là réussissent à maintenir au pouvoir, à un moment donné, ils vont nous interdire les hôpitaux publics, les écoles publiques. Vous en abusez. Non, je n'en abuse pas. Puisque le fait de dire que voilà telle structure qui sponsorise, est-ce que vous connaissez le contrat qui existe entre le RHDP et cette structure-là? C'est parce que c'est sorti, ça fuit. Est-ce que vous connaissez ce contrat? Je pense, je ne suis pas militant. Oui, mais vous ne pouvez pas penser. Non. La réalité, c'est qu'ils n'ont qu'à démentir. Ils n'ont qu'à venir officiellement dire que ce n'est pas fait pour... Moi, j'ai dit, nous, on a posé la question au ministre de l'Emploi à l'Assemblée nationale. Le groupe, et il a dit qu'il n'était pas au courant. Et que si ça existe, ce sera trop grave. Voilà le ministre qui dit ça. L'autre a dit, de toute façon, les informations qui sont sur le site, moi, je les ai publiées. Mais il ne dit pas, mais pourquoi ce site-là est sponsorisé par les structures publiques? C'est ça qui est grave. Mais vous pensez que l'ANADER, le Conseil VA Palmier, tout l'État veut sponsoriser un truc de site? Si c'était nous là, mais on allait nous poursuivre aussi. Mais est-ce que vous ne pouvez pas tenter pareil et puis écrire à ces mêmes sociétés de vous sponsoriser? C'est même pas normal. C'est même pas normal. Quand on est pour pouvoir, on est pour tout le monde. C'est même pas normal. Vous trouvez que c'est comme ça qu'on va gérer un pays? Mais ils ouvrent un point, on dit, tous les Ivoiriens, il y a l'AGEFOP qui est là, il y a des structures qui d'emploi, Côte d'Ivoire emploi, j'emploie jeune est là, mais ils n'ont qu'à ouvrir à tout le monde. Pourquoi aller créer? Rappelez-vous, ils avaient publié sur le Patriote pour dire qu'ils allaient créer une banque pour leurs militants. Je crois qu'ils ne sont pas allés loin. Mais si c'est un truc privé qui va créer leur banque privée, évidemment, moi, je ne serais pas allé inscrire là-bas. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on gère un pays? Moi, ce que je crains, c'est que si ceux-là restent encore au pouvoir, ils vont nous interdire à un moment donné d'avoir accès aux services publics, si on n'est pas RHDP, RDR. À ce moment-là, quel rôle joue l'opposition? Mais l'opposition, c'est de critiquer, de faire comprendre aux Ivoiriens que arrêtez avec ceux-là. Arrêtez avec eux. Si vous continuez, vous allez vous brûler vous-même dans ce pays-là. On va vous nous imposer de l'esclavage en disant, si tu n'es pas comme ça, je vous ai dit, déjà qu'ils sont en train de nous imposer l'esclavage de la dette. Je vous ai dit qu'il y a un journaliste de leur côté qui a dit d'ailleurs que la dette, on appelle ça drou. Ça veut dire quoi? C'est un coup, avec la corde au cou. Ah, donc, c'est une symbolique. Oui, c'est une image. C'est une image. Tous les Ivoiriens ont une corde au cou. Corde au cou. Donc vous allez tous suicider. Suicider, et ils vont nous mettre la corde au cou. Et maintenant, ils vont trier entre nous. Ceux qui sont avec eux, on va leur trouver du travail.
Vous qui n'êtes pas à l'heure que vous allez être obligé de vivre de l'esclavage ou bien d'aller supplier à manger chez eux. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est pas normal. Hein. C'est même pas du tout normal. Vous regardez la télé. C'est pas normal. La caméra. C'est pas normal. Dites Hein? que ce qui se passe aujourd'hui au RHDP n'est pas normal. Un parti qui est au pouvoir, qui a été mis au pouvoir. D'ailleurs, rappelez-vous, le premier mandat du président Ouattara, moi j'ai fait campagne à la demande du président Henri Konan Bédié. Parce que vous étiez dans le RHDP. Voilà. Et nous avons fait campagne. Son deuxième mandat, moi j'ai fait campagne. Comment on appelle, le référendum pour le oui, j'ai fait campagne. Donc, ils sont venus à ça. Nous avons fait une rupture à partir de 2018. Donc, on ne peut pas venir dire aujourd'hui qu'on crée un site d'emploi pour des militants du RDR. Tu ne peux même pas avoir accès tant que tu n'as pas ta carte. Et que ce site est sponsorisé par des organismes privés, ça c'est leur affaire, mais des organismes publics. Ça, je pense que ça, c'est une grosse erreur. C'est même à condamner. Je crois qu'ils doivent des excuses à toute la nation. Vous êtes interdit de manifester dans les rues. De toute façon, il n'y a pas de liberté dans ce pays-là. Mais vous parlez là. Ah oui, mais je parle. Mais vous vous rappelez que j'ai été mis sur écoute pour publier ici. Vous vous rappelez ça? Vous vous rappelez bien ça? Donc, vivre en Côte d'Ivoire, c'est... Vous marchez sur des œufs, vous. Ah, il faut quand même que je parle, mais je fais attention de ne pas dire des choses que certains... On peut dire ça dans un pays qu'on ne peut pas dire ici. Voilà. Comme comparaison. Ah, je ne sais pas, si je le dis, c'est que je me suis emprisonné moi-même. On dit que vous faites trop de conférences de presse. Oui, mais c'est une voie de communication. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Mais si tu pensais que ce n'est pas suffisant, ça veut dire qu'il vaut mieux faire un peu. Chez nous, on dit quand tu vas aller au ciel, quand tu portes des chaussures, tu as fait une partie du chemin. Il dit ça fait une partie du chemin. Voilà. Ah là là. Alors, monsieur, comment se porte le PDCI aujourd'hui? Le PDCI se rapporte mieux. Mieux parce que le PDCI... Mieux. Mieux. Mais pas bien. On doit souhaiter qu'elle soit meilleure quand on sera au pouvoir. Le PDCI RDA se porte mieux. Il sort d'un traumatisme fort qui est la perte brutale du président Henri Konan Bédié. Ça, il faut dire que c'est... Les gens, aujourd'hui, en regardant, ils ne voient pas la maestria du président Thiam pour avoir maintenu cela. On devrait s'effondrer. C'est quand les choses se passent, on pense que bon, c'est facile. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on passe, comme tout parti possible, on passe à la calme, on est tous convaincus. Ceux qui sont pour le président Thiam ou qui ne sont pas pour le président Thiam, eux tous sont convaincus qu'il faut qu'on aille prendre le pouvoir. Ça, c'est déjà important. Donc, ce problème on a perdu le président Bédié, ça fait mal, mais on doit continuer pour son honneur et l'honneur du président Henri Konan pour aller prendre le pouvoir. C'est pour mieux parce qu'il y a un engouement. Vous avez vu, les jeunes ont besoin de changement. Et quand les jeunes regardent à gauche, à droite, l'alternative la plus crédible, la plus plausible, la plus espérance, qui porte plus d'espoir, c'est le PDCI RDA. Et ça, nous avons beaucoup d'échos. Pas plus tard qu'hier, j'étais sur une radio internationale, des États-Unis partout, et j'ai vu les échos, les gens disent, nous avons espoir, le PDCI RDA, c'est le parti. Assurez-vous que vous êtes unis, parce que si vous vous sombrez, c'est terminé. Donc les gens comptent beaucoup sur le PDCI RDA. Quand on parle du président Thiam et du président Ouattara, c'est blanc, monnaie blanc. Ce n'est pas la même personne. Mais ils ont le même parcours. Ils n'ont pas le même parcours. Le président Thiam a fait ses études en Côte d'Ivoire. Il a fait le lycée classique. Il a fait un bac avec mention, etc. Et il a passé le concours polytechnique. Il est allé. Donc, c'est l'expression de la qualité de l'école ivoirienne. L'expression de la qualité de l'école ivoirienne. Il est allé travailler, il est allé chez les Blancs. Il a fait l'école polytechnique, il est sorti majeur. C'est l'expression de la valeur du nègre, du noir qui allait se comparer aux Blancs qui les a battus. Il a travaillé, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a fait gérer une grande structure comme le BNED. Il a restructuré. Il a été ministre du plan. Et puis après qu'il ne parte. Ce parcours-là, les autres ne l'ont pas fait. Il est revenu comme président des partis. Il est venu dans la paix. Il ne s'injure pas comme étant discriminé. Il est en train de venir travaillant dans la transparence. Et il dit, moi je ne veux pas faire la violence. Certains ont dit, si je ne suis pas dedans, on va à Nyangami. Il n'a jamais dit ça. Donc c'est blanc, ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il est courageux? Mais s'il n'est pas courageux, il n'allait pas venir prendre le PDCI RDA. Pour le moment, rien n'a encore commencé. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. C'est vous qui savez ce qui va arriver. Mais pour nous... Supposez que demain, les autres, pour parvenir à ce poste de président, ils ont sauté des clôtures. À supposer que cela arrivait. Quelle serait la position de Mais c'est pourquoi il a dit, vaut mieux éviter la violence. Qu'est-ce qui a fait qu'on a sauté la clôture? C'est la violence.
On n'a pas besoin de sauter clôture. Pour être président de la République, on n'a pas besoin d'être un grand premier en saut en hauteur, d'avoir médaille d'or en saut en hauteur. Donc on n'a pas besoin de ça. Voilà. C'est pas ça qu'on mesure. Si on doit mesurer ça, on va aller prendre les grands athlètes pour venir. Voyez-vous. Voilà. Vous êtes heureux d'être militant et porte-parole du PDCI, RDA. Je serai plus heureux quand je serai porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et vous pensez que vous y arriverez? Mais moi, je pense que les gens... Même quand vous rasez tous les matins, vous voyez M. Thiam au palais, et vous, peut-être le Premier ministre ou le porte-parole. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me donner comme poste. Je n'ai jamais demandé un poste, ni au président Bédié, ni au président Thiam. Mais quand vous rasez, vous voyez déjà... Moi, je crois formellement, sauf Dieu. Sauf Dieu peut dire le contraire. Sinon, tel que je vois les signaux venir, je demande à tous de croire et de venir nous joindre parce que la victoire n'est pas loin. Le PDCI-RDA n'a jamais été aussi proche du pouvoir qu'avec le président Thiam. Je vous le dis sincèrement. Et tant que nous aurons un souffle de vie, tant que ce n'est pas devenu bobo, je vais parler. Et vous parlez? Oui. Vous continuez de parler? Oui, je vais dire des choses. Et je dis des choses qui sont vraies. Voilà. Les Ivoiriens ont besoin des choses qui sont vraies. Ce côté des marches interdites, vous n'avez absolument rien dit. Mais l'adversaire, le RHDP, vous donne vraiment du tournure. On n'a pas de raison actuellement d'aller faire des marches. Les marches, en général, c'est la société civile. Nous éclairons le peuple. Et le peuple, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités. Nous éclairons le peuple. Quand je parle de taux de pauvreté, quand je parle de la dette abyssale, quand je parle du mauvais fonctionnement de l'agriculture, du mauvais fonctionnement des infrastructures, des éboulements de choses, ça, tout le monde n'a pas accès à ces informations. C'est nous de leur relever cela. Nous venons de faire le programme du budget. Nous avons relevé des choses. Et nous allons bientôt, il va faire une conférence de presse pour relever point par point tous les budgets et les raisons, les incongruités qu'il y a là-dedans. Et nous allons les rendre. Mais pourquoi vous ne les avez pas évoqués pendant la séance? On les a évoqués. Mais ce qu'on fait là-bas, là, nous avons demandé, moi j'ai posé la question au ministre de la Communication. Pourquoi ces débats ne sont pas transmis en direct? Le peuple a besoin de ça. Il a dit non, ça c'est une affaire de l'Assemblée, on n'a pas... Mais du temps du président Gbagbo, c'était... Mais justement, alors, pourquoi ils ne veulent pas faire? Nous avons demandé à ce que notre organe, les organes des partis politiques puissent aller là. On a envoyé nos journalistes, on les a soulevés comme des bandits, on les a jetés au dos. Ah oui, je vous l'ai dit, c'est seulement... Donc, s'il y a la force en face, vous ne pourrez pas tenir. Non, mais attendez. S'il y a la force, non, attendez. Vous allez... Et vous voyez, vous dites qu'il fait beaucoup de conférences de presse. C'est un rattrapage, enfin une façon de communiquer. Parce que les gens ont peur qu'on voit ce qui se passe là-bas. Vous savez, 86% de la RTI, la taux de couverture, c'est le parti au pouvoir. Et vous ne dites rien. Comment on dit rien? On a dit, je le répète. Et c'est un organe d'État, un organe public, qui est financé à voler de 78 milliards par an par nos redevances, qui devaient être à équidistance. Absolument. Ce qui n'est pas normal. Et la RTI pense qu'elle est en train de faire du bon travail. Mais la RTI est tombée dans un piège. Les gens sont en train de rendre la RTI pratiquement nulle et favoriser les médias parallèles qui sont concurrents, qui sont en train d'avoir la publicité, etc. Donc ils sont en train de se faire harakiri. Ils ne savent pas ça. Quand nous parlons, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mauvais. C'est eux qui sont en train de se faire harakiri. Donc je pense que ça, c'est un problème qu'il faut régler, la communication. C'est pourquoi nous avons trouvé d'autres canaux. Hier, j'étais sur une radio internationale. Je suis avec vous aujourd'hui. Je vais faire une conférence de presse. Mais les gens écoutent. Aujourd'hui, avec les NTC, les gens écoutent. On n'est plus obligé de passer là-bas. Donc je vais faire le compte-rendu de ce qui s'est passé là-bas pour que la masse sache ce qui se passe dans leur budget. 15 000 milliards, c'est pour faire quoi? Nous sommes en fin d'émission. Quel est le dernier mot de M. Bergomi, le porte-parole, le bouillant porte-parole du PDCI? Bon, je sais pas si... de l'admiration à l'écouter. Non, je ne pense pas que ce soit une affaire de bouillant ou bouilli. C'est une affaire de dire les choses telles qu'elles se passent. Je me suis donné un credo, un engagement. Je ne vais jamais sortir un chiffre qui est faux. Et je ne vais pas prendre les chiffres ailleurs, je les prends toujours dans les documents officiels de l'État. C'est ce que je me suis dit comme engagement. Parce que si je dis autre chose, ils vont commencer à me menacer. Ils vont dire, ouais, il dit des choses, c'est pas vrai. Donc, cela, je le dis. Quand je dis que le taux de couverture de la RTI, c'est plus de 80% pour le parti au pouvoir, pour le mois de septembre que je viens d'avoir, le bilan, c'est 82%.
Le PDCI n'a que 10%. C'est beaucoup quand même. Oui, oui. Donc, ça, voyez-vous. Et le temps de parole est encore faible. C'est-à-dire qu'on peut venir couvrir et puis aller faire un montage et le temps de parole est petit. Mais ce n'est pas normal. C'est même pas normal. C'est tout le monde qui paye. Quand vous parlez, on a l'impression que nous sommes dans une dictature. Mais c'est pas... Quelqu'un n'a qu'à venir me dire que c'est faux. Ah, c'est une dictature. Non, quelqu'un n'a qu'à venir me dire que le chiffre que je donne là, c'est faux. Moi, j'ai le document. Pas là, cas. Donc, les gens ne savent pas, mais c'est la vérité. Quand j'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons un taux d'insatisfaction des routes, selon l'enquête du ministre des Infrastructures et des routes, 30%, dès que vous livrez un goudron, 30% des usagers disent qu'ils ne sont pas satisfaits de ce goudron. Plus de 50% pour les routes en terre. Donc vous voyez que l'infrastructure en tant que telle est un problème. Voilà, donc ce que je demande, que les Ivoiriens se mobilisent pour le changement. Et le parti qui est le plus apte, qui peut mieux refléter le changement, représenter le changement, le parti qui s'est rajeuni, par la force des choses, mais il s'est rajeuni, c'est le PDCI RDA, et que les jeunes viennent. Et que les gens qui sont au RHDP, qui sont emprisonnés là-bas, qu'ils viennent, qu'on les libère, qu'ensemble, on puisse changer le pays. Et avec le président Akiam, c'est ni vengeance, ni revanche. Ni vengeance, ni revanche, c'était le mot de fin de notre invité qui s'appelle M. Bredoumi, il est le porte-parole du PDCI RDA, il est député aussi du PDCI RDA, avec qui nous avons fait un peu ce large tour d'horizon. Nous espérons qu'à travers nos questions, il y a beaucoup de choses qui vont vous édifier. Vous êtes sur businessactuality.com. L'émission s'appelle Les grands rencontres de Joël Etienne. Merci bien, M. Bredoumi. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt à vous.